Ben là. Hey, salut, bienvenue à ce 5e épisode de Ben là. Ben là. Et pour ce 5e épisode, bien sûr, je reçois P.O. Doucet avec sa chronique. Ben là. Ben là. Alors, au menu pour ce podcast, eh bien, bien sûr, on débute avec P.O. Doucet et sa chronique Carte blanche, dans laquelle on va parler un peu de la réaction de la foule en ce qui concerne les sports professionnels. Donc, un sujet fort intéressant. Dans une deuxième partie de l'épisode, je vais vous présenter également ma chronique que j'ai faite à CKJ 92.5 cette semaine. Et c'est une chronique dans laquelle je démystifie en quelque sorte comment est-ce qu'on peut voir si un sondage est bien fait ou pas et est-ce qu'on peut s'y fier ou pas. Donc, j'ai donné quelques indices que je trouvais fort intéressants. Alors, c'est pour cette raison que je vous le partage pour conclure ce 5e épisode. Eh bien, je tiens aussi à vous remercier d'être fidèles parce que depuis le début de la saison 3, le nombre d'écoutes a explosé. Je suis très fier, très content. Donc, je présume que vous aimez ce qu'on vous propose, l'arrivée des nouveaux chroniqueurs et des différents sujets. Alors, écoutez, merci. Si vous n'avez pas déjà aimé la page Facebook de Ben Lala, donc Ben Lala Balado en passant, que j'utilise beaucoup podcast, mais podcast a quand même été francisé en quelque sorte. Alors, je vous invite à aller cliquer j'aime et bien sûr à nous suivre sur benlala.ca ou sur toutes les plateformes. Donc, quand je dis toutes les plateformes, le podcast est disponible sur l'application Balado d'Apple, sur iTunes, sur TuneIn, sur Spotify, sur toute la gang au complet. Alors, sur ce, on débute avec P.O. Le seul chroniqueur qui a la carte blanche. Carte blanche. Avec P.O., on s'ennuie jamais. T'es mieux d'être intéressant parce que là, là, ta carte blanche. Voici la carte de P.O. Doucet. Alors, salut P.O., comment ça va? Hey, salut Ben, ça va bien toi? Hey, merci d'être là pour ta deuxième chronique. Ben oui. Tu voulais qu'on parle de quoi? J'ai le goût de te parler de gardien de but, je te l'avais dit. De gardien de but? Oui, mais non, mais en même temps, le Canadien a joué son premier match hors concours cette semaine au Centre Bell. On avait eu un match déjà contre les Maple Leafs de Toronto et devant le filet, il y avait Kevin Poulin qui était là. Puis je voulais parler de Kevin Poulin parce qu'il est arrivé quelque chose au Centre Bell qu'on a déjà vu dans le passé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami Kevin? Nargué par la foule. Mais il portait le bon chandail. Ça arrive là, quand c'est l'adversaire qu'on nargue le gardien de but adverse. Ça arrive, c'est correct, ça fait partie du match. Mais pour Kevin Poulin, fait partie de la formation du Canadien de Montréal. Fait que je me suis dit, mon Dieu, que s'est-il passé dans la tête des partisans? C'est sûr et certain que ça n'a pas été sa meilleure sortie. Il a accordé un but là, en donnant vraiment la rondelle à l'adversaire. Donc, il avait fait vraiment une bourde. Mais par la suite, il s'est fait huer dans un match pré-saison où le Canadien a gagné. Puis je me suis dit, est-ce qu'on a appris justement de l'histoire de Jonathan Drouin qu'on a parlé la semaine dernière? Jonathan Drouin, lui, a été acclamé par la foule, a joué un très bon match, Drouin, avec Dvorak et Anderson. Ça a été le fun de les voir. C'est sûr qu'il y avait quelques joueurs de la Ligue américaine de hockey chez les Leafs, mais quand même, c'était le fun de revoir le 92 sur la glace. Mais pour Poulin, je me suis dit, pauvre Yaub. Mais ça arrive-tu souvent que, tu sais, dans les matchs hors concours, les matchs préparatoires, que les joueurs se font huer de cette façon-là? En match préparatoire, je pense que c'est une des premières fois que je vois ça. Est-ce qu'on avait peut-être faim de hockey? Est-ce que, le Centre Bell avait une certaine capacité? C'était un peu le retour à la normale, entre guillemets, parce qu'on pouvait acheter des billets pour y aller, puisque pendant les séries, c'était vraiment pas abordable. Là. C'était un peu la folie des prix. Donc, on pouvait aller au Centre Bell pour la première fois. Est-ce que les gens s'étaient vraiment ennuyés du hockey? Tu sais, j'étais allé au Marquis la semaine dernière, l'équipe senior de Jonquière, puis je dirais qu'il y avait une énergie supplémentaire, même si c'était un match hors concours, tu sais, au mini-call de l'arbitre qui était semi-douteux, mais rien de trop grave. Un bon vieux chant de l'aréna de Jonquière retentissait, puis j'étais comme, ça fait du bien de l'entendre. Mais de là à huer son propre gardien de but, je m'attendais pas à voir ça, puis je me dis, Kevin Poulin signait un contrat de Ligue américaine et un contrat qui pourrait peut-être l'amener chez les Lions de Trois-Rivières. C'est le nouveau club là, de la ECHL du Canadien, donc en bas de la Ligue américaine.
C'est un gars qui a évolué avec les Tigres de Victoriaville jusqu'à peu près 2009-2010 avant de faire son entrée dans la Ligue nationale de hockey. Joué une 50aine de games avec les Islanders de New York avant de partir vers l'Europe, joué en Autriche, joué un match dans la Ligue nord-américaine et est revenu au Québec cette année avec le Canadien. Puis je me dis, le gars, c'est peut-être sa seule opportunité en carrière de porter le vrai chandail du CH. Là, tu sais, mais Centre pourquoi? Bell. Parce que dans le fond, il n'y a pas de place. Là. Curry est encore là. Ben, Price est là, Allen est là, Caden Primo, je pense, est devant lui. On a amené ce gardien-là comme une bonne police d'assurance pour l'équipe de la Ligue américaine. Bonne police en 4e position. Là, ça. Oui, c'est ça. Mais comme je te dis, pour l'équipe de la Ligue américaine, je pense pas qu'on le voit, à moins que Allen et Price se blessent, qu'on le voit dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Donc, je me suis dit, le gars a l'opportunité de sa vie de porter le bleu, blanc, rouge sûr. au Centre Bell. Famille et enfants sont là, tu sais, je veux dire, c'est... Puis tu te fais huer... Peut-être un peu poche. Tu sais, des non, fois, c'est sûr, mais faut la foule, j'ai l'impression qu'elle a le goût de s'exprimer. Ouais, un peu trop, peut-être. Non, mais c'est parce que je sais pas si tu vis ça, là. Puis après, là, tu parlais de ton expérience au senior. Moi, en fin de semaine dernière, j'ai été au Cougar au football. Ben oui, c'est vrai. Puis, écoute, il y avait une ambiance, c'était le fun, il se passait de quoi, c'était énergique. Et nos Cougars ont gagné, c'était encore plus trippant. Mais ceci dit, on sent qu'il y a un monde, là, moi j'entendais dans les estrades là, puis les partisans là, c'était pas tout. Moi j'étais avec mes deux jeunes, puis des fois je disais écoute pas ce qu'il dit, c'est pas très élogieux. Mais on dirait que la foule a besoin de s'exprimer, tu sais. Puis là dans ce cas-là, effectivement, lui c'était son rêve, en fait, possiblement de porter le chandail du Canadien comme la majorité des Québécois. Puis là, la seule fois qu'il le porte, ben là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me dis, on a peu appris, je pense, de ce qu'on a fait subir à certains joueurs. Puis on parlait dans notre dernière chronique, si vous ne l'avez pas écouté, allez la réécouter, là, mais on parlait de la pression que les gars avaient, qu'on parlait 24/7 ou pratiquement du Canadien de Montréal. Et ce que j'ai aimé, c'est que pratiquement tous les anciens du CH, des gars comme Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, qui ont sorti notamment là, dans les dernières heures, puis bien des anciens du Canadien, qui ont sorti pour dire... Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des partisans à ce moment-là pour un match pré-saison que le Canadien a gagné. Puis c'est sûr que pour le gardien en tant que tel, il a dû se dire, bon, ben, j'ai gagné la game, mais j'ai donné ce mauvais but-là. Puis en tant que gardien de but, souvent, on se souvient plus du mauvais but que les arrêts qu'on a faits. Puis là, il est sorti d'un souvenir avec je me suis fait huer de ce match-là. Ben, s'il a gagné, c'est sûr que non. Mais tu sais, le fait de se faire huer, il ne faut pas oublier que les attentes des spectateurs, des partisans, faut pas oublier qu'en juillet dernier, là, il était en finale de la Coupe Stanley. Oui. Puis là, les partisans, eux autres, l'esprit collectif là, est pas très élevé. Là. Même s'il y a des brillants dans la salle, l'effet de foule, non, mais c'est vrai, l'effet de foule va faire en sorte que tout le monde va dire, tu sais, ils vont embarquer dans la patente. Fait que là, en bout de ligne, tu te dis, écoute, c'est-tu vraiment un effet de foule? C'est-tu ils sont-tu mis à l'attaquer ainsi de suite? Si tu fais applaudir à la fin du match comme tout le monde? J'espère, je l'ai pas écouté le match. Mais tu sais, moi je me dis que les partisans ont des attentes, puis préparons-nous là, parce que cette année, là, les partisans, j'ai l'impression qu'ils vont être partis comme c'est là, ils vont possiblement être déçus parce que là, ils ont vécu le rêve américain avec les dernières séries. Fait que là, dans le fond, on ramène un peu le principe de la gestion des attentes. Tu sais, c'est comme si, mettons, je te dis, PO, moi, là, je te promets telle chose, je te promets telle chose, ou, tu sais, t'es habitué dans un certain standard dans notre relation d'amitié. Ouais. Là, finalement, je te livre moins. Ben, qu'est-ce que ça va faire? Toi, tu vas avoir généré des attentes par rapport à moi, puis là, tu vas être déçu. Mais ouais, je comprends ton point, puis tout ça, mais c'était pas Carey Price qui était devant le filet, et c'est déjà arrivé que Carey Price a eu à dire... Et tu vas peut-être te souvenir de cette citation-là, « chill out ». Tu sais, c'était « calmez-vous, on est en match pré-saison ». Synchronisme pour un gardien, le match pré-saison est très important parce que, bon, ça remet, c'est bien beau des pratiques, mais quand on est en game shape, là, en forme de match, si on veut, le traduit bien librement au français, c'est des choses qui sont quand même importantes. C'est sûr et certain que si le premier match de la saison, le Canadien perd 6-0, Price fait 3 bourdes, ça score pas en avantage numérique. C'est juste des revirements, je sais pas, moi, de la part du nouveau venu Dvorak, je vais prendre lui. Je comprendrais la foule de huer à ce moment-là, mais
Écoute, c'est ton 4e goaler qui est là. Ben oui. Il vient d'ici. Il arrive d'Europe. Il a travaillé fort. Je comprends, il y a des gens qui avaient aucune idée c'était qui Kevin Poulin l'autre soir. Ils l'ont peut-être déjà vu dans l'uniforme des Highlanders à un bon moment donné, mais sans plus. Et j'ai trouvé que ça manquait un peu de classe, puis je me suis dit, j'espère que ça va servir peut-être de... Tu sais, un petit wake-up call là, pour la saison à venir. Puis, tu sais, normalement, tu encourages ton équipe. Puis, écoute, c'est arrivé au baseball cet été. J'en ai entendu des choses. J'étais comme, tu sais, crie pas après ton gars. Tu sais, je veux dire, c'est Ouais, ton. mais- Il est avec toi. Il est avec toi. Faut être conscient, là, PO, là, que le monde, là, actuellement, là, sont en guillemets en sortie de crise. OK? Ils n'ont pas déclaré que la crise était finie, ainsi de suite. Mais par contre, ce qu'ils disent, là, c'est que le collectif, là, quand il sera. Tu sais, les gens ont été confinés, les gens ont été tout seuls, les gens ont été privés de relations avec les autres. Donc là, tu arrives dans un environnement comme ça, puis là, tu as la possibilité de t'exprimer. Puis là, l'expression collective, là, elle s'exprime de façon différente que d'habitude. Parce qu'avant ça, là, quand tu es habitué d'être en relation, d'être dans un mouvement de foule, puis que, mettons que tu disais rien, dans le fond, ta réaction, elle n'aurait pas été surjouée. Mais là, écoute, il y a l'effet d'entraînement là, c'est sûr. qui vient avec. Donc, c'est plus dans cette... En tout cas, à mon avis, et là, je ne sais pas si c'est documenté, je ne sais pas s'il y a eu des recherches qui ont été faites alentour de ça, mais espérons que l'effet collectif a un impact. En fait, l'effet collectif en sortie de crise a cet impact-là, que ce soit négatif C'est ou possible, positif. c'est possible, en espérant que ça se traduise un petit peu plus dans le positif, mais c'est des choses qui sont déjà arrivées. On se souviendra du fameux match de Patrick Roy, quand il avait fait un arrêt de routine, la foule l'a acclamé, il a levé les bras dans les airs. Price l'avait déjà fait il y a une couple d'années. Retour de Patrice Brisebois aussi dans l'uniforme du Canadien, s'est fait huer. Mais quand c'est le gars adverse, j'ai pas de problème. Et ça arrivait, je pense, dans les dernières années. Ça m'est arrivé d'aller au Marquis puis entendre des partisans qui criaient après le joueur. Normalement, ils se font rappeler assez rapidement de se fermer à la boîte. Mais est-ce que c'est peut-être typique, pas... est-ce que c'est typique des partisans de Montréal ou ça se voit ailleurs dans la Ligue, ce genre Je sais pas si d'attitude-là? ça se voit ailleurs dans la Ligue. Honnêtement, je sais pas si ça se voit ailleurs dans la Ligue et j'ai l'impression que les partisans du Canadien, peut-être même les partisans des Sags, partisans des Marquis, des partisans des équipes juniors, on en a beaucoup contre le gardien. T'sais, si le goaler nous sort une grosse game, on va être content, mais s'il accorde un mauvais but, c'est comme qui est pourri, puis il devrait mettre l'autre. Puis tu sais, souviens-toi des années où on amenait un gardien de Ligue américaine, faisait 2-3 bons matchs. On sort Price, on sort. C'est sûr et certain que dans des endroits comme Boston, comme Toronto, où ce que le hockey est ancré, peut-être, de là à huer son joueur, j'avoue que j'ai pas vu ça très souvent. Est-ce que ça se peut? Fort possiblement. Mais j'espère qu'on verra pas ça. Puis je me mettais un peu dans les patins, je te dirais dans les bottines, mais dans les patins de Kevin Poulin, qui est un gars qui a vraiment roulé sa bosse, puis qui a vraiment mérité cette chance-là, justement, d'évoluer pour l'équipe de son enfant. Je me trompe pas, c'est un gars de Laval. Donc, je me dis, peut-être qu'on aurait dû y penser avant de le huer. Oui, sa bourde est pas super, en espérant que ça roule pas trop à Sport 30 pour le pauvre Kevin. Mais par la suite, c'est ça. En pré-saison, là, est-ce que c'est vraiment les connaisseurs, est-ce que c'est vraiment les fans? Je présume que oui, qui sont là. Oui. Fait que, tu sais, ils n'ont pas vraiment de raison, tu sais. Mais en tout cas, la chose qui est le fun, par contre, tu sais quoi? Oui. C'est que c'est pas comme si c'était sur les réseaux sociaux, puis que là, ils se mettent à écrire, puis que là, ça reste, puis encore là. Mais j'ai pas suivi, là, honnêtement, j'ai pas regardé ça sur les réseaux sociaux. On remarque peut-être que c'est arrivé, mais tu sais, il y a une question aussi, là c'était un instant, un moment, puis là, il a gagné la victoire. D'après moi, s'il avait perdu, ça aurait été pire, mais il a gagné. Fait que là, mais la pression des joueurs, en fait, surtout sur les gardiens de but, l'expression de héros à zéro s'applique bien, je pense, dans leur cas. Ouais, ben c'est comme un carrière au football, tu sais, je veux dire, c'est le gardien de but, c'est un peu fou comme métier. Je veux dire, si ton équipe gagne 5-0, t'as rien à voir là-dedans aux presses, malgré que t'as fait 35 arrêts peut-être. Mais si tu perds 3-2, que t'as volé à peu près 14 buts, les gens vont faire perdu pareil. C'est un peu difficile comme métier. C'est sûr, c'est plus de pression. C'est sûr que des fois, on dit que c'est des drôles de personnages et des gars un peu fous qui font ça. C'est vrai.
J'en fais partie un peu, mais ça doit être pour ça que j'ai des traits de personnalité comme ça. Mais je te dirais que, en effet, pour être gardien, c'est un peu plus difficile, je pense, que la moyenne. Malgré qu'un marqueur de but doit marquer, tu sais, je veux dire, si on regardait les stats l'an dernier de Drouin, puis on a appris là, que finalement, bon, c'était vraiment ses troubles d'anxiété et le tout. Mais Drouin, c'en a un bon exemple, là, tu sais, dans le sens, l'année passée, il s'est fait tuer à plusieurs reprises. Il a vécu ça dur aussi, puis lui, ça s'est transposé sur les réseaux sociaux. Puis là, ben, tu vois, la foule a été un peu bipolaire. Ils ont hué le gardien, mais ils ont applaudi Drouin à 2 reprises, dans le fond, à ses 2 présences, en fait, à ses 2 matchs. Il a été applaudi, tu sais. On sent que les supporters sont en arrière de lui, qui comprennent, tu sais, dans le fond, l'effet que, dans le fond, de l'entrevue qu'il a accordée à TVA-RDS qu'on a parlé la semaine dernière. On s'aperçoit que finalement, les gens l'ont écouté, puis là, ils font preuve d'empathie, puis ils sont en arrière de lui pour l'encourager. Là. C'est comme les deux opposés. C'est comme si c'est ça qui est beau avec une foule. Si elle est insatisfaite, tu vas le savoir tout de suite. Ouais. Mais si elle est contente, si elle compatit, elle va t'appuyer, elle peut te porter par la suite. Mais tu sais, ce que je voulais dire sur Drouin, c'est qu'il y avait peut-être 3 ou 4 buts, mais il y avait 23-24 passes. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois-tu à la passe? T'en vois pas. On veut le gars qui a à mettre dedans, qui fait scintiller à la lumière rouge, qui craint la foule. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'un gars comme Cole Caulfield a été aimé tout de suite. Des gars comme Nick Suzuki ont été aimés tout de suite. C'est normal. Ça fait longtemps que l'amateur de hockey à Montréal veut un scoreur. Ça fait combien d'années que le Canadien n'a pas eu de marqueur ou un trio là, que tu dis, bon, il y a un back ça ils vont t'en mettre dedans. Ouais, c'est un trio d'impact. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas ça. C'était plus des trios bons sans la rondelle. Là, qu'est-ce qu'on a à surveiller là, sur le plan du Canadien, sur le plan du hockey dans les prochains jours, prochaines semaines? Ben là, c'est sûr et certain que, bon, on a les matchs hors concours qui vont se poursuivre chez le CH. Pas beaucoup de place, je te dirais, là, cette année dans la formation du Canadien. Peut-être un rôle de défenseur, là, de 7e défenseur qui est éligible cette saison. On sait que chez Weber, Mon est blessé pour la saison au complet, mais je pense que Marc Bergevin a fait le travail et est allé combler les trous là, qu'il y avait avec les départs de Dano et Kotkaniemi. Avec Dvorak qui s'est amené. On a Mathieu Perreault qui sera là. On a aussi Cédric Paquette. Mais ça, on a amené des Québécois. David Savard est là aussi. Donc, on amène un peu d'identité au CH, puis on va avoir besoin de cette grit-là, un peu de papier sablé chez le Canadien. Puis j'ai hâte de voir ce que la saison va donner. Price et Allen seront bien sûr devant le filet cette année. Donc, ce sera intéressant. J'ai hâte de voir les deux. Price a échoué les tests médicaux physiques, donc ne sera pas du camp d'entraînement. Doit se remettre peut-être de son opération là, qui avait eu lieu. On savait là, qu'elle allait peut-être rater quelques jours d'activité. Donc, ça sera à suivre chez le Canadien. Mike Hoffman également. Là, d'après toi, on va-tu avoir une bonne équipe là, dans la façon que ça s'enligne? Oui. Mais Bergevin, as-tu fait sa job? Bergevin a fait sa job, mais la division sera très difficile aussi. Okay, on n'a plus la division canadienne. Boston est de retour, la Floride est là. Ça va brasser pas mal. Mais tu sais, c'est un sentiment de retour. On a comme un sentiment que ça va reprendre à la normale un peu. J'ai hâte de voir d'ailleurs ce qui va être annoncé par la santé publique dans les prochains jours parce qu'elle disait qu'elle allait faire une mise à jour dans les mesures. Donc, j'ai l'impression que ça sent bon. Puis surtout pour le sport professionnel. Donc, peut-être qu'on va voir un Centre Bell plein à craquer. Ce serait le fun. Il y a le passeport vaccinal. Fait qu'on peut y aller. Exactement. Donc, merci PO. Merci. Alors, on se reparle très prochainement. Merci de ta participation. Salut. Sujet d'actualité au sujet plus ou moins léger. Voici ce qui aurait pu nous échapper. Dans l'angle mort de Rochefort, avec notre chroniqueur Benoît Rochefort. Bon vendredi, Benoît. Salut les gars. Et mademoiselle, oui. Allô. Jacques est là également. Exactement. Ce matin, tu nous parles d'un sondage qui est sorti en début de semaine sur la question du passeport vaccinal dans la région en milieu de travail. Exact. En fait, pourquoi je ramène ça? C'est parce que je voudrais présenter un angle mort important ce matin. OK. Parce que le titre de l'article, c'est « Passeport vaccinal au travail, une question qui divise au Saguenay ». Puis là, à l'intérieur, quand on parcourt ça, dans le fond, première chose qu'ils nous disent, 80 répondants. 80 répondants, et on a une ligne très importante qui dit, ça nous donne quand même une bonne indication. Dans le fond, c'est la citation de Sandra Rossignol que je respecte. La directrice générale de l'organisme. Exactement, puis elle a fait un très bon travail. Et j'ai attrapé l'entrevue qu'elle a offerte à la télé sur ce sondage-là. Okay. Et dans l'entrevue télé, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle disait... C'est une tendance. On a mesuré une tendance. Puis ça, c'est important parce que lorsqu'on lit l'article écrit, on ne fait jamais mention, par exemple, de la marge d'erreur du sondage.
on ne fait jamais de référence au taux de réponse. Mais le taux de réponse, on est capable d'aller chercher 80 répondants, on a à peu près 1000 membres. Ça nous donne à peu près 0,08 de taux de réponse, ce qui est, en fait, pour un sondeur, c'est un 0,08 de taux de réponse sur ton échantillon, sur ta population. C'est catastrophique. C'est pas beaucoup. Exactement. Et il y a un autre élément qui est fondamental en sondage, c'est la marge d'erreur du sondage. Et là, on nous fait un article. Puis là, en passant, je vous le dis tout de suite, là, c'est pas contre la Chambre de commerce là, que je parle ce matin, c'est vraiment pas l'objectif. Mais ce que je veux faire réaliser aux gens, c'est que quand on nous présente des chiffres, parce que lorsqu'on lit l'article, là, on nous parle de proportion, et là, on fait comme généraliser résultat dans le propos. Puis là, moi, j'ai un certain problème. En fait, j'ai un méchant gros problème avec ça. Parce que lorsque tu mesures justement un échantillon de population, puis que dans le fond, l'échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble du groupe. Tu sais, toi, comme mettons, comme responsable d'une association, tu dis, ben moi, je sais que mes résultats, ça me donne une tendance. Sauf que là, quand c'est le temps de mettre des résultats publics, et que là, ça peut avoir une incidence sur madame tout le monde, ben moi, j'ai un gros problème éthique dans la façon de faire la job. Puis là, le problème de l'éthique, il n'est pas du côté de la Chambre de commerce. Parce que dans l'entrevue à la télé, elle le mentionne. Tu sais, elle dit, ça nous donne une tendance, ainsi de suite. On sait que c'est pas c'est pas un sondage nécessairement scientifique, c'est comme un sondage omnibus. Là, je ne veux pas la paraphraser. Mais l'essence de son message, c'était ça. Mais là, tu arrives, tu présentes ça dans un article de journal. Dans 2 mois, moi, je fais une recherche sur Internet ou je fais une recherche d'articles, puis je vais me faire une idée sur qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, dans l'opinion, qu'est-ce qui s'est passé à Saguenay sur le passeport vaccinal. Si je tombe sur cet article-là, puis que je n'ai pas toute l'information, ben je considère que cet article-là, c'est de la désinformation. Pourtant, c'est un journaliste qui l'a fait. C'est ça. Puis moi, j'ai vraiment un problème. Je vous le dis, j'ai vraiment un problème. Dans la dernière élection, on entendait parler en fait, il y avait de la pub qui avait été faite par la Ligue des droits et libertés qui disait « Fiez-vous pas au sondage, c'est biaisé, c'est ci, c'est ça. » Ben, tu sais, quand j'écoutais le message, puis là, j'entendais les résultats de sondage, ben, je me disais, ces sondeurs-là, c'est des experts. Là. Si vous parlez à Rénal Harvey, segment recherche, c'est des experts. C'est sa profession. Job. Exactement. Puis je suis convaincu que si vous parlez à Rénal, puis là, vous lui dites, Rénal, toi, là, tu présenterais-tu des réponses, en fait, avec une marge d'erreur qui est inacceptable? Est-ce que tu présenterais des résultats? Puis est-ce que tu les généraliserais avec, justement, cette marge d'erreur-là, avec un taux de réponse faible, et ainsi de suite? Je suis pas sûr que comme sondeur, en tout cas, moi, là, personnellement, comme professionnel, là, parce que moi, j'en fais depuis 2004, là, du sondage puis de la recherche, ben, c'est des résultats que je présenterai pas et que je ne me permettrai pas, par éthique, de dire ben, c'est ce que ça représente. C'est ce que ça, oui, ça nous donne une petite tendance, mais de là à faire une nouvelle. Puis là, cette nouvelle-là, dans le fond, ce qui me fait réagir ce matin, c'est que la nouvelle, elle a une influence sur la population. C'est vrai. Puis là, après ça, on se dit, OK, pourquoi que les gens commencent à dire, bon, les médias, c'est ci, c'est ça, c'est de la... Hein, pourquoi, dans le fond, les complotistes, c'est ce genre d'affaires-là qui, à mon avis, alimente cette perte de confiance-là. Puis combien de fois qu'on va lire un titre d'article, mais juste pour le punch, le titre de l'article ne représente pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, je trouve ça plate. Puis, je vais être franc avec vous autres, là, que ça provienne du Journal de Québec, qui, eux autres, sont habitués de travailler justement avec Léger, puis que Léger, eux autres, là, vous remarquerez dans les résultats, d'ailleurs, Léger, ils ont publié un sondage... Ils ont eu une méchante belle cote après les élections fédérales. Ben oui, puis là, ils ont publié dernièrement... un sondage qu'ils ont fait sur les publicités qui ont été les plus marquantes au Québec. Oui, c'est vrai. C'était super intéressant, mais vous remarquerez que quand vous voyez des résultats de Léger, puis même de Segma, là, ben, quand ça passe dans les journaux, là, dans la grande majorité du temps, on va avoir la marge d'erreur. On va avoir le nombre d'échantillons. C'est très détaillé. Exactement. On va être capable d'avoir cette information-là qui nous permet de juger c'est-tu bon ou c'est pas bon. Puis ça, ben, je suis obligé de vous dire que ça a passé comme... Tu sais, quand j'ai vu passer ça, j'étais dans ma voiture, puis j'étais un peu en maudit parce que je me disais, comment est-ce qu'ils peuvent faire... T'as apporté un bon point, surtout sur le niveau des sondages. Il y a une question du travail de journaliste également, parce que
je veux revenir sur le sondage Segma qu'on a dévoilé ici. Le quotidien l'a repris. Il manquait la marge d'erreur. Il manquait le nombre de répondants. Là, c'est à savoir, le journaliste, là, bon, peut-être qu'il nous a entendus, il a pris les gros chiffres qui apparaissent, mais est-ce qu'il a parlé à Rénal? Est-ce qu'il a demandé des questions? Il y avait combien de répondants? Il manquait des informations. Donc, quelqu'un qui voit ça, ben là, il manque des informations. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Il y a un travail, là, également, qui doit être bien fait aussi. Exactement. Un travail qui, tu sais, dans le fond, quand tu prends des sondages, là, c'est une méthode de recherche. Exactement. OK? Là, les gens ils disent, OK, veux-tu nous mélanger ce matin? Non, on va se mettre ça simple. Là. La technique de sondage, c'est une méthode de recherche. Oui. C'est un outil qui est intégré dans une méthodologie qui nous permet de valider soit des hypothèses ou des questions qu'on a. Puis après ça, on est capable de générer des résultats, puis on est capable de traiter des données de manière quantitative. Puis ça, le sondage, c'est la beauté de ça, c'est qu'on est capable de faire du quantitatif avec ça. Donc, sortir des statistiques qui nous permettent de dire, OK, c'est quoi la tendance vraiment? Puis, tu sais, quand on parle de, OK, ça nous donne une tendance, tout ça, 80 répondants, mais tu sais, c'est un sondage qui est non probabilistique. C'est un sondage, justement, où il y a un biais par rapport à l'échantillon, de quelle façon que les questions ont été montées, de quelle façon que les gens ont répondu. C'est toutes des questions qui, tu sais, pour quelqu'un qui traite ça de façon scientifique, est importante. Puis pourquoi je parle de la notion de science puis de scientifique, dans le fond, dans le traitement de sondage, c'est quand tu rends tes résultats à la population, il faut que ton information elle soit bonne. Pratiquement juste, là, vraiment, tout est détaillé. Exactement. Puis, tu sais, dans les sondages là, politiques, là, on est habitué là, de voir ça, puis ils font bien. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je pense qu'on peut avoir confiance avec ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres-là, de quelle façon qu'on les traite, puis de quelle information, dans le fond, de cette information-là qu'on pitch à monsieur, madame, tout le monde, qui, eux autres, n'ont pas nécessairement... Tu sais, moi, là, j'ai fait mon bac en marketing, puis j'ai été formé là-dedans. Puis, tu sais, là, je suis au doctorat. Combien de cours de méthodologie que j'ai fait, donc j'ai un esprit critique par rapport à ça. Mais c'est pas tout le monde. Moi, j'ai été à l'école, là, c'est pas de ma faute. Fait que, puis je trouve ça important de le démystifier, puis de dire aux gens, si là, vous voyez dans le journal ou qu'on vous rapporte des chiffres, qu'on vous rapporte des statistiques, regardez combien d'échantillons, qui a été le chercheur, c'est quoi la réputation du chercheur, c'est quoi le profil, de où c'est que ça vient. Est-ce que, par exemple, on vous présente une étude qui a été faite, je sais pas moi, au Liban, j'ai rien contre le Liban, mais tu sais, est-ce que ça a été fait là-bas? Parce que une étude qui a été faite au Liban, est-ce que la population elle est représentative qu'on peut, par exemple, l'adapter pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Et on prend un exemple, on a demandé aux gens s'ils aimaient le hockey, on a pris il y avait 2000 personnes, des 2000 abonnés de saison des Saguenay-de-Chicoutimi, j'ai parlé à 4 personnes. Bon. J'ai posé des questions. Voilà là, ça le résultat. Bon, là, si tu dis pas, combien de personnes parlé? 4 sur 2000, le pourcentage n'est pas gros. Dans un optique quantitatif, mais si, mettons, tu me disais, Dom, Benoît, moi, là, je veux faire des entrevues avec 4-5 personnes de fans, par exemple, des Saguenayens, puis que là, je sais pas, tu élabores un questionnaire avec des questions ouvertes dans lesquelles tu as un échange, puis tu fais une entrevue d'à peu près 45 minutes, 1 heure, 2 heures avec la personne, c'est une méthodologie qui se respecte. C'est ça, exactement. Là, c'est d'autres choses. Exactement, c'est d'autres choses. Fait que tu vas chercher d'autres aspects, mais tu ne tireras pas de statistiques en disant, dans mes 4 entrevues, ça représente tant, et ainsi de suite. Non, c'est pas assez. Exactement, c'est pas assez. Par contre, ce que tu peux faire, par exemple, ce que ça peut générer, ça va te donner toute l'information que si, mettons, tu veux bâtir un questionnaire puis faire du quantitatif, c'est-à-dire faire un sondage ou être capable de consulter la masse, tu vas avoir toute l'information pour le construire. Ça serait facile de brouiller. Regarde, parmi les fans de billets de saison, il y en a 50% qui travaillent à l'Alcan. Parce qu'il y a genre de 2 sur 4 que j'ai parlé qui ont travaillé à l'Alcan. Et voilà. Tu joues avec les statistiques, tu fais, mon Dieu, c'est ça. Fait que tu peux pas, il faut faire attention avec la généralisation, avec le traitement des chiffres. Puis, tu sais, je donne des petits trucs là, aux auditeurs ce matin. Tu sais, regardez justement l'échantillon, la marge d'erreur. Si le sondage est en haut de 5% de marge d'erreur, donc un niveau de confiance de 95%, si c'est en haut de ça, questionnez-vous un petit peu. Questionnez-vous. Puis des fois aussi... Et lire les questions peut changer la donne aussi, parce que des fois, pas les sondages de firmes, mais tu regardes des fois des sondages qui sont un peu moins fiables, tu regardes la question, puis la réponse est quasiment dedans. Ouais, puis c'est biaisé, la subjectif. Question. Subjectif, c'est ça. Ça donne peut-être un élan vers une réponse qu'on veut.
Effectivement. Et c'est pour ça que moi, les sondages Internet, là, tu sais, quand je dis la compagnie a fait un sondage sur Internet nous-mêmes, oh non. Ouais, ben c'est Pas ça. sûr, C'est que à ce temps, on a accès à nos gens, là, à ceux qui peuvent répondre. On a accès à la population rapidement. Sauf qu'il y a une méthodologie, il y a une façon de le faire. C'est pas pour rien que les gens sérieux achètent les services de firmes spécialisées comme Sigma pour être capable de dire, puis là, ben, c'est un autopub pour Rénal, c'est correct, mais vous pouvez m'appeler aussi si vous avez besoin. Que j'ai pas vraiment, j'ai pas le temps actuellement d'en faire, mais c'est pas grave. Ceci dit, appeler des firmes spécialisées pour être capable de vous guider là-dedans, pour être capable de bâtir vos Ils sont là pour ça. Ben c'est ça, puis c'est des experts. C'est du monde que si, mettons, tes résultats sont pas bons, moi ça m'est déjà arrivé là, en passant, professionnellement, d'arriver et de dire, OK, je faisais une séquence de focus group, puis il y en a un qui avait été scrappé par un participant, puis j'ai été obligé de jeter toute dans le fond, 2 heures de focus group. Je pouvais pas en tenir compte parce que j'avais un intervenant qui avait trop pris de place, puis qui avait influencé les autres, puis qui avait été, je ne veux pas dire menaçant, mais dominant. Puis, il avait influencé vraiment. Là. Exactement. Puis, tu sais, tu as vu que ça avait été teinté. Fait que dans ce temps-là, je ne pouvais pas aller chercher, même si tu as une bonne animation serrée, il faut que tu laisses les gens s'exprimer aussi. C'était difficile à ramener, puis être capable de faire parler tout le monde pour avoir vraiment leur opinion. Fait que j'ai été obligé, dans le fond, de le scraper et d'en faire un autre. Mais ça, c'est au chercheur, c'est à la personne. C'est ça. Fait que là, si, mettons, je sais pas, moi, c'est un employé interne qui l'a fait, des petits focus group, puis que là, finalement, OK, c'est la tendance, mais ça n'a pas été traité de façon scientifique, ben là, tu peux arriver avec de l'information maltraitée qui ne représente pas nécessairement ce que tu as besoin de savoir. Fait que, bref, ce matin, c'était le petit cours 101 métaux. Super intéressant. Puis tu sais, je suis quand même content que, par exemple, la Chambre de commerce est allée chercher une tendance. Oui. Là où j'ai un problème, c'est dans la façon de traiter l'information dans le journal. C'est ça. Il manque non seulement quelques données, mais il aurait pu juste rajouter 2 lignes en disant que c'est un sondage non probabilistique qu'on ne pouvait pas nécessairement généraliser, ainsi de suite. Moi, ça m'aurait du moins calmé un petit peu. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Benoît, t'as pas entendu mon ami Alain ce matin? Non. Non, Alain Proviste qui m'a envoyé un message ce matin. Écoute bien ça, tu vois. Hey, salut mon père, c'est Alain Proviste. Viens-tu à Ville-le-Soir? Imagine-toi donc, en fin de semaine, je me suis installé une patente électronique pour attirer les mouches. J'en voulais plus sur ma galerie, sur mon patio. Puis devine quoi, matin? Le docteur Dominique Gagnon t'a poigné dedans. Hey, on se reparle, mon pote. On se voit en Ville-le-Soir. Et ça décolle bien une journée. Hein? Oui, hein? Merci beaucoup, Benoît. Salut, bye. Alors, c'est ce qui complète notre 5e épisode. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager la bonne nouvelle, c'est-à-dire notre podcast, si vous avez apprécié. Alors, on se reparle la semaine prochaine. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!